Bonjour. Je cherchais effectivement le clavier. Donc il faut que j'appuie sur le bouton ou je dis... c'est la flèche verte. Très bien. Bien. Donc bonsoir. Donc on m'a demandé de traiter un titre pas très français. Le citrate de potassium, c'est quoi, pour qui et pourquoi? D'où les guillemets. J'ai pas de conflit d'intérêt. Et donc on va commencer tout de suite par de la chimie. Donc le citrate de potassium est une petite molécule, 192 Dalton, donc c'est quelque chose qui va être filtré par les reins. Et vous voyez que en fait c'est une molécule qui comporte 3 radicaux carboxyles, COH. Ça nous rappelle des souvenirs. Et donc ça c'est vrai quand on est en pH relativement acide. Quand le pH s'élève, on va perdre progressivement les H+, et en fonction du pH et donc du pK des différentes formes, eh bien, on va avoir une forme mono, di ou tri anionique. Et donc le citrate n'est pas de l'acide citrique, c'est la forme anionique. Et le citrate de potassium, eh bien, le potassium vient remplacer les protons, avec donc à ce moment-là un poids moléculaire un petit peu plus élevé, mais qui est lui aussi filtré. Alors, la propriété principale du citrate qu'on utilise tous les jours, c'est quand on fait un prélèvement sanguin sur citrate, c'est pour qu'il n'y ait pas de coagulation, tout simplement parce qu'on chélate le calcium. Et on chélate le calcium grâce à l'action combinée de ces radicaux O-, qui vont donc fixer un atome de calcium. Et ainsi, de nombreuses molécules de citrate vont pouvoir prendre entre leurs mailles le calcium et donc empêcher le calcium de pouvoir ensuite se complexer avec d'autres anions qui, eux, nous intéressent, à savoir les oxalates, les phosphates, par exemple, puisqu'il s'agit de lithiase. Donc vous avez ici représenté les différentes formes de citrate en fonction du pKa, et je vous rappelle que le pKa, c'est la valeur de pH pour laquelle 50% du citrate est dissocié sous forme acide et 50% sous forme basique. Donc au pH sanguin, quasiment tout le citrate est sous forme de citrate et pas d'acide citrique. Et au niveau tubulaire, c'est aussi à peu près la même chose, puisque le pH au niveau du tube contourné proximal est aux alentours de 6. Le citrate, ça vous rappelle aussi vos années d'études, est incorporé dans le cycle de Krebs. Donc il permet de produire de l'énergie et il permet de produire de l'eau, du CO2 et des bicarbonates. Et donc lorsqu'on apporte de l'acide citrique, on va apporter des acides, mais lorsqu'on apporte du citrate, on va apporter des bases. Et puis le citrate, donc en dehors de son effet chélateur du calcium, de son effet alcalinisant, a également un effet sur la constitution des calculs en inhibant la nucléation et voire même en ayant une capacité de solubilisation de certains calculs, car comme vous le voyez ici peut-être, en microscopie électronique à balayage, en haut, vous avez un beau cristal de V-d'élite, donc d'oxalate de calcium monohydraté, bien lisse. Et lorsque vous l'incubez en bas à droite avec de l'EDTA, qui est un chélateur connu du calcium, vous avez des petits trous qui apparaissent. Et quand vous le faites avec le citrate, vous avez également des petits trous qui apparaissent. Donc il y a une certaine porosité qui peut apparaître, en tout cas au moins in vitro, sous l'action du citrate. Donc maintenant, quelques ordres de grandeur. Les apports quotidiens sont de l'ordre de 4 grammes, soit variables en fonction de notre alimentation, plus ou moins riche en végétaux, donc 10 à 60 millimoles par jour. La concentration plasmatique est aux alentours de 120 micromolaires, avec des disparités importantes. Et puis la demi-vie, lorsque l'on donne du citrate à quelqu'un, en 3 heures,
il n'y en a quasiment plus. Et en fait, en 30 à 60 minutes, on a une demi-vie d'effectuer par un effet qui est à la fois une filtration rénale, puisque c'est une petite molécule, et puis par un effet de métabolisme par le cycle de Krebs. Et dans cette clairance du citrate, le foie joue plus de 50% de fonction. Donc, quand est-ce que l'on parle d'hypocitraturie? Pour des valeurs inférieures à 1,6 millimoles par jour, c'est-à-dire 320 mg. Alors, le citrate, cliniquement, a montré son intérêt au cours des lithiases de l'enfant. Là, c'est la différence entre l'hypocitraturie et la citraturie normale. On voit que chez les enfants qui ont des récidives, eh bien, les taux de citrate dans les urines sont plus faibles. Et ceci est vrai même après de multiples ajustements. Avoir des citrates bas n'est pas bon pour la récidive. Ceci est vrai également chez l'adulte avec des facteurs de risque de récidive importants. Ici un odds ratio de l'ordre 7. Donc la première question, c'était le citrate pour qui, je crois, ou c'était la deuxième? Non, la première c'était c'est quoi? Donc ça y est, on a répondu. Pour qui? Donc c'est utilisé en tant qu'anticoagulant lorsqu'on fait de l'hémodialyse ou de l'hémofiltration continue, en réanimation notamment. Et puis dans la population lithiasique, ça a une efficacité dans le traitement médical de certains calculs, par un premier effet qui est un effet alcalinisant. Donc ce seraient des calculs qui cristalliseraient tout particulièrement, des composés qui cristalliseraient tout particulièrement à pH acide. Il aurait également eu un intérêt dans la prévention des récidives des lithiasiques en général, et tout particulièrement s'il y a un déficit en citrate. Et puis on peut rajouter également quelque chose de différent de la maladie lithiasique, c'est la néphrocalcinose, donc des dépôts cristallins intratissulaires. Donc dans la maladie de Kakirichi, par exemple, il y a le plus souvent un déficit en citrate, et vous connaissez tous cette maladie avec de nombreux dépôts de cristaux dans les canaux collecteurs, qui entraînent des dilatations et une destruction du rein, plus ou moins importante. Alors le citrate, quel est son devenir au niveau rénal? Bien, au niveau rénal, il est filtré, comme je vous l'ai dit, et si on prend à peu près les ordres de grandeur, on filtre environ 180 litres d'ultrafiltrat par jour, à raison de 120 micromoles par litre, et on tombe sur des valeurs de citrate qui sont de l'ordre de 21 millimoles par jour. Et comme on en réabsorbe 60 à 90% dans le tube contourné proximal, eh bien, au total, on en excrète entre 2 et 10 millimoles, ce que l'on observe en clinique. Le point important, c'est qu'il y a une réabsorption, mais il n'y a pas de sécrétion. Donc ceci est connu depuis longtemps, depuis 1989. Ce qu'on a découvert au fur et à mesure, c'est comment s'opérait cette réabsorption. Elle se fait par un transporteur du carboxylate, et plus particulièrement des dicarboxylates. Je vous ai dit que c'était un tricarboxylique, l'acide citrique. Et là, c'est le dicarboxylate qui va être réabsorbé, c'est-à-dire le citrate 2-, avec une localisation de ce transporteur qui est, comme vous le voyez, au niveau du cortex. Donc vous avez ici un schéma qui représente, avec la lumière tubulaire à droite, et vous voyez que c'est non pas le citrate 3-, mais le citrate 2- qui va pouvoir rentrer dans la cellule. Ce qui veut donc dire que c'est pour des valeurs de pH acide, entre guillemets acide, que l'on aura la réabsorption optimale. Lorsqu'on est à pH 7,4, tout sera sous forme citrate 3-. Donc il n'y aura quasiment pas de réabsorption, donc on aura beaucoup de citrate dans le pipi.
Si par contre on a un citrate une lumière tubulaire plus acide, on aura plus de forme citrate 2-, et donc le citrate va être à ce moment-là réabsorbé et on se retrouvera avec moins de citrate in fine dans les urines, et donc une hypocitraturie et donc un risque litogène. Donc l'acidose est un facteur responsable d'une hypocitraturie. Ce transporteur dicarboxylate transporte également d'autres acides aminés, comme le succinate, etc. Donc vous avez ici la liste de toutes les circonstances qui concourent, j'arrive pas à voir, il n'y a pas d'écran. Donc, qui concourent à la réabsorption accrue de citrate et donc à l'hypocitraturie. Et en numéro 1, c'est l'acidose. Acidose intracellulaire, c'est-à-dire une baisse du pH à l'intérieur des cellules, et cette baisse du pH s'observe dans les acidoses métaboliques, mais également dans des situations comme les hypokaliémies qui génèrent une acidose métabolique. Donc ce fameux transporteur a pour nom ClC13A2. Et une acidose, encore une fois, est responsable de l'hypocitraturie. Donc le citrate de potassium, pour qui eh bien, il y a quelques études randomisées qui ont montré que, effectivement, indépendamment de la nature du calcul, il semblait que ce traitement soit efficace dans la prévention des récidives après un traitement mené après 1 an, et également en termes d'élimination ou d'absence de récidive après lithotricie. Lorsque les patients placebo versus citrate, on regardait leurs urines, on observe que l'apport de citrate majore bien la citraturie, ce qui était un prérequis, et on voit également qu'il majore le pH urinaire. Donc il y a ces deux composants, à la fois chélation du calcium inhibiteur de croissance, en ce qui concerne le calcium, et puis majoration du pH, qui peuvent jouer pour le bien ou le moins bien. Ici, chez l'homme, il s'agit du bien, avec une moindre récidive des lithiases oxalocalciques et phosphocalciques. Chez l'animal, dans cette étude, c'est pas pour le mieux, puisqu'il montre qu'en fait, il y a le même risque de lithiase, la même sursaturation des urines, bien que la calciurie baisse sous ce traitement, donc on observe bien un effet chélateur. Et pour expliquer cette discordance, eh bien, il faut à nouveau se tourner vers le pH. Dans cette étude, ils ont donné des doses beaucoup plus importantes de citrate que précédemment. Et donc, de ce fait, ils ont majoré le pH urinaire. Et c'est probablement cette majoration du pH urinaire qui va favoriser la formation de phosphate de calcium, tout particulièrement de bruchite, car les phosphates de calcium sont particulièrement sensibles en termes de sursaturation à un pH alcalin. Et donc l'effet chélateur qui aurait pu être bénéfique a été offset, contrebalancé, par l'augmentation exagérée du pH urinaire. Ce qu'il faut bien avoir pour mémoire, c'est que le pH urinaire varie au cours du nictémère. En fin de nuit, c'est là où le pH est le plus acide, et pendant la journée, il va augmenter en fonction des repas. C'est ce qu'on appelle la marée alcaline, alkaline tide des anglo-saxons. Et des patients ayant du diabète, un syndrome métabolique, de la goutte, eux, vont avoir des urines en permanence acides, contrairement au sujet normal qui, lui, voit son pH urinaire augmenter. C'est la ligne du haut. En fait, dans la vraie vie, ceci était un schéma, eh bien, vous observez que ces variations existent, elles sont moins belles que sur ce schéma, mais ce que vous observez surtout, c'est ce qui est en rose. Les variations sont très importantes chez le sujet normal, alors que chez le sujet qui a un syndrome métabolique,
certes, le pH est plus bas, mais aussi les variations sont moins importantes au cours de la journée. Et cette absence de variation du pH urinaire va être un facteur important de cristallisation et de récidive des lithiases. Et donc, ce qui est important, c'est non seulement la valeur du pH, mais également la variation du pH au cours des 24 heures, qui va permettre justement d'éviter d'avoir des conditions de cristallisation optimales pour un composé donné. Donc, en conclusion, eh bien, quels sont les effets attendus positifs du citrate de potassium? Augmenter le pH urinaire, ce qui peut être intéressant, effectivement, lorsqu'il s'agit de lithiases favorisées par un pH acide. Diminuer la cristallisation intratubulaire des cristaux oxalocalciques et phosphocalciques, car dans les tubules, la concentration est très faible. Et donc, on n'est pas dans un problème de dilution ou non des urines. Beaucoup boire ne sert à rien. Les effets attendus délétères du citrate, eh bien, c'est de diminuer les variations de pH urinaire au cours du nictémère, ce qui peut, dans certaines situations, ne pas être l'effet souhaitable. Et puis, augmenter le pH urinaire, ce qui, dans un cas, est souhaitable et dans d'autres, au contraire, est à éviter. Donc, enfin, les indications du citrate de potassium, la néphrocalcinose sans discussion, les lithiases urinaires actives d'acide urique, de cystine sans discussion, et pour le reste, dans certains cas, les lithiases urinaires actives, phospho et surtout en fait oxalocalciques, avec ou sans hypocitraturie, ça c'est la question. Voici pour finir une liste de patients ayant fait des calculs rénaux, et vous avez à droite un acteur fétiche. Peut-être a-t-il fait des calculs parce qu'il a exagéré avec le dry martini. Il aurait dû prendre à la place beaucoup d'eau et peut-être un petit peu de citrate. Voilà, je vous remercie.